Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur KTO. Nous allons prendre un peu le soleil avec une humoriste née dans le sud de la France, chroniqueuse de radio et de télévision, Sandrine Saroche. Bienvenue sur KTO, Sandrine Saroche. Merci. On est très heureux de vous recevoir. Vous nous amenez le soleil du sud ? J'espère. Et qui n'est On pas en a toujours besoin, là. qui n'est pas toujours là. Qui n'est pas toujours là, mais j'y étais récemment, il était là. Et donc c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien et ça doit vous manquer. Qui dit soleil dit lumière, bien sûr. Exactement, ouais. Et c'est bien pour ça que vous êtes sur cette émission aujourd'hui. Alors vous avez commencé avec un truc pas si rigolo que ça, le droit finalement. Votre carrière a commencé avec quelque chose d'assez sérieux. Absolument. Vous étiez avocate ? Alors je rectifie un peu parce que j'ai un diplôme d'avocat, ouais. Mais j'ai pas exercé. J'ai pas exercé la profession d'avocat, j'ai exercé le métier de juriste. Ouais, à la commission. À la Commission nationale informatique et liberté. Moi j'ai trouvé ça plutôt sérieux pour commencer. Ah, c'était sérieux. C'était sérieux, ce d'autant que j'étais dans le secteur de la protection sociale. Donc sérieux, doublement sérieux. Presque ennuyeux, non ? On était limite ennuyeux, effectivement. En tout cas, voilà, et c'est pour ça que je n'y suis pas restée, parce que, en tout cas, c'était pas fait pour moi. Ah oui, voilà. Ça vous l'avez vite vu. Je l'ai vite vu, et en même temps, c'était aussi très intéressant. Et moi, j'ai toujours cette ce paradoxe en moi, en fait. J'adorais ça aussi parce que moi qui ai débarqué de province, qui ai débarqué de Toulon, arrivé à Paris, travailler sur le boulevard Saint-Germain, les locaux de la CNIL à l'époque étaient rue Saint-Guillaume, juste en face de Sciences Po. Je rencontrais des gens passionnants. Donc voilà, j'ai mis quand même 5 ans à partir parce que c'était difficile de s'échapper de cette institution qui était prestigieuse. Mais c'est quand même marrant que la jeune fille Sandrine Saroche ait fait du droit, parce que c'est assez austère. Quand on vous voit, on n'imagine pas que vous ayez pu être attirée par quelque chose comme le droit. Et pourtant, c'est ça qui vous attirait. Et pourtant, c'est ça qui... Alors, je ne pouvais pas non plus faire énormément de choses. Souvent, on fait du droit quand on est bon ni en français ni en maths. Hein. Ou les deux, plutôt. Vous êtes humble. Non, les deux, mais enfin, moi, en tout cas, moi, j'étais pas très, très forte en maths. Et c'est un euphémisme. Et surtout, ça fonctionnait. Donc, c'était un peu comme casino. Hein. Tant qu'on gagne, on joue. Ouais. Dès le départ, évidemment, moi, je rêvais d'être chanteuse et d'être comédienne, bien sûr. C'était ça votre rêve, en fait ? Oui, dès mon enfance. Un rêve un peu contrarié, du coup. Oui, mais pas tant que ça, parce que le métier, en tout cas la formation juridique, et alors vous savez ce que c'est puisque vous avez fait du droit canon, j'imagine. Ouais. Eh bien, le métier de juriste, en tout cas la formation juridique, elle vous marque pour tout le temps. Et moi, elle m'aide dans mon écriture. Parce qu'il y a des façons de raisonner, le raisonnement à contrario, et c'est de la précision. Et donc, ça m'aide dans mon écriture de sketch et de tout ce que j'écris et de chronique. Et donc, il n'y a pas longtemps, vous me disiez ça en entrant là dans cette émission, vous avez refait un spectacle pour des avocats, justement. Oui. Donc, vous étiez dans votre univers. Oui, régulièrement. Ouais. J'aime bien ça. J'aime bien cet exercice intellectuel de revenir dans ce métier, enfin, dans cette formation. Et de faire un pas de côté et d'en rire. Tout à fait. Ouais. Et de les faire rire. Ouais. Et tout le monde en a besoin en ce moment. Et donc, oui, ça c'est certain. Quel a été le déclic pour vous dire je dois changer absolument de voix ? Alors, d'abord, j'avais du mal à avoir un enfant. Et il fallait que je m'en occupe beaucoup. Ouais. Et c'était difficile de le concilier avec des horaires de bureau. Et puis surtout, ça vraiment, je prêche vraiment pour ça. Je crois qu'il faut vraiment faire ce pourquoi on est fait. Ce qui n'est pas la même chose que faire ce qu'on aime. Voilà. Et c'est ce que je dis aux jeunes de l'entourage de mon fils qui a 21 ans, et je leur dis ça, parce que sinon tout le monde veut être rockstar. Voilà. Et ça on peut pas, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir avoir un pays de rockstar et de DJ. Donc il faut faire ce pourquoi on est fait. Et il faut le trouver, c'est pas facile de le trouver. Moi j'ai mis un peu de temps, je le savais en fait dès le départ, mais je l'ai vincé parce que depuis toujours, j'avais rencontré des gens dans ce métier, des comédiens, des chanteurs d'opéra, parce que en fait, j'avais une cliente de ma mère qui m'emmenait à l'opéra, voir des opéras, des opérettes, et on allait voir les chanteurs après, parce qu'elle savait que j'aimais ça. Et tous me disaient cette phrase
abominable. Tu sais, ma petite, dans ce métier, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà. Oui. Ça décourage évidemment. Eh bien, non, c'est ça. On se dit, c'est pas pour moi. Moi, je viens pas de ce milieu, donc ce sera pas pour moi. Donc, mais vous étiez déjà au conservatoire, n'est-ce pas? Mais j'étais déjà... Et vous chantiez? Oui, j'ai fait du chant lyrique et du piano. Oui, c'est ça. Voilà. Et du solfège. Bien sûr, parce qu'à l'époque, on faisait du solfège. Aujourd'hui, les enfants qui pratiquent un instrument n'ont pas forcément cette formation théorique que j'ai pu avoir, moi, en fait, répétitive, austère. C'est un peu comme le droit à la parole, finalement. Vous avez fait quelque chose de oui, moi, j'ai fait toujours les trucs rigoureux pour pénibles, ensuite... absolument, pour après s'en échapper et faire ce qui me plaît et ce pourquoi je suis faite. Très bien. Et là, vous avez trouvé votre voie, je crois. Oui, vraiment. Ouais. Alors, vous me disiez aussi tout à l'heure que vous aviez, il n'y a pas longtemps, il y a presque un mois, fait un spectacle pour les chrétiens d'Orient. Est-ce que vous avez envie de nous en parler? L'œuvre d'Orient? Oui, en fait, j'ai une amie qui est violoncelliste et qui est d'origine arménienne, qui s'appelle Astrid Siranossian, et avec laquelle je participe au festival de romans qu'elle a créé il y a une dizaine d'années. Ça fait 4 ans que je fais ça avec elle. Donc je lis des textes, mais je joue aussi. Voilà. Et cet été, on a fait... quelque chose d'un peu nouveau, un peu novateur. On a mélangé musique classique, neurosciences et humour. Et on a vu à quel point le public était séduit et même, c'était au-delà de la séduction, transporté en fait après. Et donc on s'est dit, il faut qu'on recommence. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait un petit passage dans cette soirée, qui avait lieu aux Folies Bergères, donc au profit d'une association qui s'appelle l'Œuvre d'Orient. Et l'argent qui était collecté était pour les écoles d'Orient. Les écoles chrétiennes, bien sûr. Et donc voilà, et elle m'a demandé si je voulais participer. Et naturellement, j'ai dit oui. Et donc j'ai embarqué avec moi Sylvie Chocron, qui est une chercheuse au CNRS et qui est spécialiste du cerveau. Et qui faisait, elle, une conférence? On s'est fait une petite question-réponse à deux sur... Qu'est-ce que l'altruisme? Qu'est-ce que ça provoque dans le cerveau d'être altruiste? Est-ce que l'enfant est naturellement altruiste, etc. Et très intéressant. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je suis passionnée par la médecine et évidemment par le fonctionnement du cerveau. Et cette cause des chrétiens d'Orient vous touche? Oui, forcément. Oui. Parce que je pense qu'on est... Si on a un peu d'empathie, on est forcément touché par ça et puis par toute la souffrance, de toute façon, de manière générale. Bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez un souvenir que vous voudriez nous raconter d'un des premiers spectacles que vous avez donné? Est-ce que vous vous rappelez d'être arrivé la peur au ventre en disant « je ne vais pas y arriver » ou dans quel état d'esprit étiez-vous? Alors moi, j'ai la chance quand même d'avoir, de ne pas avoir le trac. Oh, jamais? Alors si. Évidemment. Il y a toujours des exceptions à la règle, mais c'est-à-dire que moi, plus il y a de monde qui me regarde et qui m'écoute, et plus... Ça vous galvanise? Ça me galvanise, et plus l'adrénaline se libère. Et donc, j'aime ça. Je suis sur scène, je suis chez moi. Donc, en fait, mon trac à moi, c'est la peur de ne pas connaître mon texte. Donc, ça m'arrive d'avoir le trou de mémoire. Et comme maintenant, j'ai l'expérience, je sais le gérer, mais effectivement... Quand même, au début d'un nouveau spectacle, par exemple, quand on ne maîtrise pas bien son texte, il est là le trac. Et je pense que le trac, c'est des mots comme ça c'est comme la mémoire. En fait, c'est des mots où chacun met ce qu'il veut dedans. Le trac, c'est pas du tout la même chose pour l'un comme pour l'autre. Pour l'un comme pour l'autre. Voilà. Mais donc, ça veut dire que pour ce premier spectacle, vous étiez sûr que ça allait être drôle? Vous n'aviez pas le doute de dire peut-être que la salle ne va pas réagir? Non, les premières fois, quand on fait un spectacle qui n'est pas testé, c'est un peu la même chose. Vous voyez, c'est pour ça que finalement, c'est presque plus difficile de faire une chronique télé parce qu'elle n'a pas du tout été testée avant. Ouais. Qu'un spectacle. Le spectacle, en général, au bout de quelques représentations, il commence à être rodé, on sait très bien ce qu'il fait rire. Ou les gens rient. Bien sûr. Et on est en confiance. Les chroniques télé, c'est plus compliqué. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un trou? C'est quoi la technique? Le trou, c'est de le dire. Ah oui. Voilà. Alors là, arrive ce qui est le pire pour un comédien, le trou noir. Eh bien voilà, j'ai un trou noir. Et là, on dit j'ai un trou noir. Et ça m'est arrivé de le dire. Et là, les gens rient, en fait, et sont touchés par... Mais ils adorent ça. Oui. C'est comme quand ils vont au cirque et que les cuillères tombent du cheval. En fait, c'est leur moment préféré. Et si on remonte sur le cheval et que là, on réussit, on est doublement applaudi, bien sûr.
Eh oui, c'est Donc une fois on qu'on a déclenche- surmonté ça une fois, finalement, cette peur-là tombe un peu. Ce qui est en fait, ce qui est génial quand on est sur scène, c'est de tout de suite, hop, on se met le public dans la poche. Et en fait, c'est pas dans la poche, en fait, c'est peut-être dans le cœur. Parce Ouais. que on est Il voit vraiment... votre fragilité Ah, aussi, mais en fait. vraiment, bien sûr. Que Et vous êtes... c'est une vraie communion, vraiment. Laïque, certes, mais c'est une communion. Ah C'est on vraiment... reparlera de ça tout à l'heure Ouais. dans la suite de l'émission, de cette expression que j'avais entendue dans votre bouche et qu'on va reprendre. Et je vous ai aussi entendu dire, c'est la date qui fait l'artiste. Ah. C'est la contrainte qui oblige à créer. Bien sûr. Et est-ce que vous avez envie de nous parler de ce travail préparatoire d'un spectacle? Comment vous faites pour préparer le texte, en fait? Ouais, j'ai pas de technique. J'ai pas de technique, c'est chaque fois. Alors d'abord, je travaille avec... je metteur en travaille pas scène? toute seule, je travaille avec 2 co-auteurs. Deux co-auteurs. Oui. Alors, qui ne viennent pas du milieu humoristique au départ, ce ne sont même pas des comédiens, ce sont des gens qui viennent du milieu de la musique. Voilà. Donc, François Bernem et Christian Bouclier. François est compositeur. À l'époque, justement, il avait lancé les Poppies, en fait, parce que c'était justement la chorale des petits-enfants d'Asnières. Et il a d'ailleurs été enfant de chœur lui-même, les petits chanteurs à la Croix de Bois. Et puis il raconte souvent, il a plus de 75 ans. Et il raconte encore comme vraiment, ça l'a beaucoup meurtri, le moment où il n'a plus pu chanter, puisque sa voix avait mué. Ah ça j'imagine, c'est un sacré, très grande étape. Il en parle très souvent, donc j'imagine que c'est quelque chose qui a été très important. Et donc François, donc qui a lancé après les carrières de beaucoup de chanteurs, Renaud, Patricia Cass, etc., qui a été directeur artistique de Brigitte Bardot, enfin bon voilà. Et puis Christian aussi, qui a travaillé dans une maison de disques. Et donc depuis plus de 10 ans, on travaille ensemble, on écrit les chroniques. Et pourquoi ce choix et pas d'avoir choisi des gens de théâtre C'est marrant. Les rencontres. D'abord parce que je travaille d'abord avec François, qui avait composé les musiques de mon spectacle. Et quand Paris Première, puisque pour la citer, c'est elle qui m'a proposé en fait de faire des chroniques et est venue me chercher. Je voulais pas travailler toute seule, je voulais avoir un ping-pong, un rebond. Et j'ai demandé à François s'il connaissait quelqu'un, parce qu'il avait quand même 50 ans de showbiz derrière lui. Et il m'a présenté Christian, qui est toute la journée sur X, alors sur ex-Twitter, et à qui on ne peut rien apprendre en matière d'acting. C'est tout. Voilà. Même moi, je sais pas, j'ai des alertes parfois. Je lui dis, ah ben tiens, il y a un truc qui vient de se passer. Il le sait déjà. Je sais pas comment il fait. C'est des gens qui sont surinformés. Moi, ça m'angoisse un peu. Hein. J'avoue que d'être tout le temps dit... voilà. Donc, ils sont attentifs à la musique des mots, du coup, peut-être un côté auditif et esthétique de votre spectacle. Ah, mais c'est vraiment, on est dans l'exégèse, dans le truc. Et, ils sont parfois, et surtout Christian, il est parfois plus exigeant que l'auteur de la chanson elle-même, en matière de rime. C'est vraiment, je ne sais pas, sur KTO, on peut dire que c'est un ayatollah de la rime, mais c'est vraiment... On va oser le dire. Donc vous faites finalement quand même encore de la musique. Oui. Ah bah oui. Peut-être vous pouvez nous parler de votre actualité. Ah ben mon actu, c'est d'abord je suis en tournée tout le temps, toujours. J'étais au mois de décembre au Théâtre Édouard VII. J'étais l'année dernière aussi, j'ai eu la chance et le privilège de chanter à l'Opéra Garnier dans Les Brigands d'Offenbach. Je tenais le rôle du caissier, mais qu'on avait transformé en ministre du budget. Donc récemment, j'ai rencontré une choriste justement et qui m'a appelée, qui m'a dit tout à l'heure, Madame la ministre du budget. Donc voilà, c'est sympa. Et donc je suis en tournée avec mon spectacle qui porte mon nom. Oui, Sandrine Saroche. Sandrine Saroche, en toute modestie, et qui n'a pas de titre. Et donc je suis également sur tous les lundis matins sur Télématin, où je suis chroniqueuse. Donc j'ai ce qu'on appelle une carte blanche, donc pour faire une chronique humoristique. Et puis le reste du temps, j'essaye voilà, je fais aussi
j'ai des prestations humanitaires quand mon emploi du temps me... Et le reste du temps, vous êtes en train, en avion et en pas voyage. mal en déplacement, en vol annulé aussi. Ouais, c'est compliqué. Et beaucoup dans les halls de gare. Et... c'est fatigant. Et puis de temps en temps, voilà, j'essaye de manger, de dormir. Et de vous amuser un peu dans la vie humaine, personnelle. Ouais. Alors, on va passer à la seconde partie de cette émission. On va vous présenter 4 mots. À partir de ces mots, vous nous dites ce que ça vous inspire ou ce que ça vous inspire pas d'ailleurs. Oui. Voilà, très librement. À tout de suite. Je rappelle qu'on est sur KTO dans Lumière intérieure et que nous avons aujourd'hui avec nous Sandrine Saroche. Alors Sandrine Saroche, le premier mot, il n'est vraiment pas très original. J'espère que vous n'allez pas être contrariée tellement il est banal pour vous. Ce premier mot, c'est rire. Quand même, on ne pouvait pas en faire l'économie. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une question que je me pose tout le temps. Pourquoi nous a-t-on donné le rire ? Qui nous a donné le rire ? Et évidemment, la réponse est que c'est pour éviter évidemment ce désespoir de l'être humain qui quand même est dans un compte à rebours depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc rire, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord, quand on est humoriste, rire de soi. Ça, c'est très important, d'avoir toujours un recul, toujours de l'autodérision, même dans les situations les plus difficiles. Donc, j'ai une phrase, alors que c'est pas très KTO, mais bon, une phrase du Talmud qui m'accompagne toujours. C'est justement lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'il convient d'espérer. Et moi, le rire, ça me permet justement souvent d'espérer. Je me dis, on en rira. De toute façon, j'en rirai. À un moment donné, de cette situation-là que je suis en train de vivre et qui parfois me meurtrit ou m'agace ou me désespère, eh bien, je sais qu'à un moment donné, je vais en rire. Et ça me sauve. Ça me sauve. Voilà. Et vous croyez qu'on peut rire de tout ? Parce qu'en vous entendant, on a l'impression que même d'un moment qui vous fait souffrir, vous arrivez après à rire. Alors, on peut rire de tout. Des proches disaient « pas avec n'importe qui », j'ajoute « pas n'importe quand ». Et si on parle de mon métier d'humoriste, à condition que ce soit drôle. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses graves qui ne sont pas drôles. Voilà, je vous le dis franchement, la une de Charlie Hebdo, la dernière, ne me fait pas rire du tout. Voilà. Donc oui, il y a des choses, je pense, qui ne font pas rire, et c'est une certitude. Alors quand vous dites ça ne me fait pas rire du tout, par exemple, c'est quoi la limite qui fait que là c'est pas possible ? Eh bien, quand même, il y a une question de respect, il y a une question de... pour reprendre justement cet exemple-là, parce que en général, je suis assez tolérante sur ça, hein, sur le rire, et même des choses qui sont de l'humour noir et des choses qui sont irrévérencieuses. J'essaye d'aller le plus loin possible. Et puis, c'est même pas que j'essaye, c'est que c'est comme ça, je suis comme ça. Mais là, ce qui me fait pas rire, c'est, je me dis, tiens, au moment où il y a eu les attentats de Charlie, est-ce que si on avait vraiment fait de l'humour grinçant et même déplacé comme ils l'ont fait, parce que les parents n'ont pas encore enterré leurs enfants, il y en a beaucoup qui sont dans des souffrances atroces. Est-ce que si on leur avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé ? Et on est un peu dans le ne fais pas aux autres ce que t'as pas envie qu'on te fasse à toi-même. Et moi, ça me dérange, ça. Ouais, et donc ça, vous y pensez dans un spectacle, de ne pas faire à quelqu'un dont vous parlez ou que vous imitez, d'ailleurs avec grand talent, parce qu'on y est toujours, et on les voit, ces personnages que vous imitez, mais vous essayez de ne pas leur faire ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et j'essaie toujours quand même de compenser avec un peu de tendresse. Voilà, ça c'est dans ma vie de tous les jours, en tout cas, je fais attention. Par exemple, si je vais dans un endroit qui est très luxueux, très beau, enfin je sais pas, je fais attention aussi même à ce que je poste sur les réseaux en me disant tout le temps, il y a des gens qui ne partent pas en vacances, il y a des gens qui n'ont pas la chance. Donc
Ouais, j'essaye de faire attention à ça. Ne pas heurter. De pas faire de peine. Mais on n'y parvient pas toujours. Hein. Parfois, malgré nous, on fait de la peine aux gens. Et ça, moi, lorsque je sais que j'ai fait de la peine, c'est très difficile pour moi. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez demander pardon quand vous avez blessé? Oui, et c'est pas facile de demander pardon. Mais oui, bien sûr, dans la mesure du possible, oui, j'ai le pardon cheville au corps, oui. Ah, c'est beau. Et vous arrivez, c'était spontané pour vous de rire de vous-même ou c'est un exercice? Ah, je crois que non, c'est pas spontané parce que on est peut-être, je suis peut-être humoriste justement pour attaquer avant de me défendre. Ah, oui. Donc oui, c'est pas facile, mais j'essaye effectivement d'apprendre ça. Et vous savez, il y a un texte de Freud de 1926 sur l'humoriste. Il utilise déjà le mot humoriste. Et donc, après, évidemment, il en donne une explication du rire. En fait, il parle de réconciliation du surmoi et du moi. Et il dit ce serait comme un père qui prendrait son enfant, qui le mettrait au-dessus du monde et lui dirait, regarde, est-ce que c'est ça qui te fait peur? Regarde, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Et donc, c'est ça le rire. C'est la quelque part pour rassurer aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce que vous disiez d'ailleurs au tout début en disant finalement c'est un pied de nez à la mort. Oui, c'est un moyen de défense. Hein. C'est vraiment une protection. Et donc je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'on nous a offert ça. Et c'est terrible de ne pas pouvoir rire. Il y a des personnes qui ne savent pas rire. Et je me dis, les pauvres, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer parce que ce n'est pas forcément de leur faute. Et moi, je les plains beaucoup. Est-ce que vous avez envie de nous donner une situation, c'est difficile ma question, où le rire vous a vraiment aidé à espérer? Je vous avais dit qu'elle était difficile. Oui, elle est difficile parce qu'effectivement, elle est très intime. J'ai pas mais je pense, oui, j'ai par exemple une séparation amoureuse. Le rire, c'est essentiel. Ça aide à imaginer un lendemain qui va se lever, un printemps qui va revenir après l'hiver. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle les lendemains qui chantent. Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la tendresse? Est-ce que vous avez de la tendresse pour les personnages que vous imitez? Ah bah évidemment. Évidemment, et peut-être que c'est presque de l'égoïsme, puisque les personnages que j'imite, c'est une grande part de moi. Ouais. Donc, bien sûr. Ils ont toujours quelque chose qui vous ressemble, en fait. Allez, on est dans le Madame Bovary, c'est moi. Ah oui. Ouais, bien sûr. Il n'y en a jamais qui sont votre opposé. Ça peut, bien sûr, mais c'est toujours par rapport à soi, l'opposé. Donc vous êtes un peu la Parisienne qui veuve clicote. Absolument, absolument. La Parisienne qui ne mange pas, qui grignote, qui ne boit pas, qui veuve clicote. Même si je bois pas beaucoup d'alcool. Et pour pas dire pas du tout. Voilà, je suis pas. On me dit tout souvent d'ailleurs, t'es pas drôle. Quand je dis que je bois pas quand je dis que je bois pas d'alcool, on me dit tu n'es pas drôle. Pour vous, c'est quand même un comble. Oui. Alors comment prononcez-vous Cap Ferret? Le Ferret. Voilà, ça va faire plaisir à notre auditoire, le Ferret. Bah oui, il fallait quand même l'entendre une fois. Également l'île de Ré. Et on m'en parle souvent. C'est marrant parce que c'est un sketch qui a marqué oui, celui-là. c'est vrai, ouais. c'est vrai. Alors, peut-être qu'on va passer au second mot. Et ce second mot, suspense. C'est marrant parce qu'avec pour ne pas sur l'écran il y a marqué rire et si on enlève la petite patte du R, c'est pire. Et donc vous voyez le rire pour éviter le pire. Voilà. C'est joli. C'est très joli. Alors le second mot, soleil. Eh oui. Vous venez du Sud. Je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviens. Absolument. Le soleil, c'est... oui, parce qu'en fait, dans cette émission qui s'appelle Lumière intérieure, sans le soleil, que serions-nous, nous pauvres petits Parisiens qui manquons tellement de vitamine D? Et le soleil, c'est fondamental. Et en fait, il faut faire un effort tous les jours pour se souvenir qu'il est là, le soleil. Même si les nuages le cachent, et on le voit quand on est en avion, on se dit, tiens, mais en fait, il est toujours là. Et parce que sinon, ce serait toujours la nuit. Donc,
Ah ben, le soleil, c'est à la fois notre ennemi sur la peau. On sait les dégâts que ça fait, on le sait aujourd'hui. Moi, je fais partie de cette génération d'enfants qui me suis fait cramer au soleil. Évidemment, avec mes copines, on se mettait à l'époque de l'huile d'olive ou de la graisse à traire et puis on partait, on restait toute la journée au soleil. Donc j'ai pris des coups de soleil incroyables. Et d'ailleurs, on nous emmenait, nous, chez une dame qui nous conjurait, en fait, qui nous enlevait le soleil. Voilà, c'est en disant des prières. Et je sais pas ce qu'il faut. C'est comme un grand oral, votre exercice là. C'est difficile, vous avez vu? C'est très difficile. Vous m'avez laissée toute seule en plus. Non, mais je vais vous aider. Alors, par exemple, qu'est-ce qui peut être dans votre vie une lumière qui vous permet de traverser l'obscurité? Je me dis que c'est bien pour nous qui vous écoutons d'apprendre à votre école. Comment est-ce qu'on traverse l'obscurité? C'est une vraie question parce que parfois, effectivement, on se sent un peu seul. On se dit parce que quand on est humoriste, les gens pensent que voilà qu'on va toujours bien, que tout roule, que je te vois sur les réseaux sociaux, tu nous fais rire. Donc, et effectivement, parfois, il m'arrive de me dire, mais moi, qui est là pour moi? Donc il faut le soleil, c'est aussi savoir s'entourer de soleil, de gens qui sont solaires, qui est là pour me réconforter quand pour moi tout est gris en fait. Exactement, et c'est très important en fait. Et donc ça dérive sur l'amitié, c'est très important, l'amour et l'amitié. Je me pose toujours la question d'ailleurs, qui sont nos amis? Qui sont vraiment nos amis? Et ça, c'est effectivement, c'est fondamental d'être bien entouré, de savoir bien s'entourer, c'est une qualité. Et on met peut-être toute une vie pour le savoir. Et c'est à la fin de sa vie qu'on sait qui a été là et qui était vraiment un ami. Pour moi, c'est ça aussi le soleil, c'est important. Donc l'amitié, l'amour et l'amour véritable, pas les amitiés qui nous lâchent. Ah ouais, mais bien sûr. Pas ceux qui nous aiment quand on est célèbre. Et pour vous, ça doit être un défi parce que vous êtes célèbre. Alors, j'ai eu la chance quand même de ne pas être trop célèbre. Voilà, parce que ça, je pense que et surtout de l'avoir été tardivement, de l'être tardivement. Donc, j'ai quand même réussi à nouer des amitiés vraies avant. Voilà, j'ai cette chance. Mais c'est vrai que je me dis, les enfants stars, d'ailleurs on le voit, les enfants stars, ça finit souvent assez mal parce que justement, c'est marrant comment un mot en amène tellement d'autres. Qui dit amitié dit vérité. Donc voilà, c'est très important pour moi ça. D'ailleurs, dans mes sketchs, je pars toujours du vrai. Ça, c'est très important de partir de la vérité, que ce soit la mienne ou que ce soit d'un personnage. J'ai besoin de partir même d'une phrase ou d'un écrit. Je lis beaucoup pour trouver l'inspiration. Il y a des confrères, des consoeurs, par exemple, qui vont dans des cafés. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment les magazines, puis je fais feu de tout bois. Vous regardez, mais par la littérature contemporaine. Ouais. Et ça peut être une phrase, ça peut être un mot parfois. Mais je ne sais pas comment j'en arrive à vous dire ça avec le mot soleil. Mais peut-être que vous vouliez parler des enfants stars et vous passiez du soleil à l'étoile. Vous voyez, en fait, c'est ce cerveau-là qui est comme un flipper, une boule de flipper là, qui va, qui vient, et on n'arrive pas vraiment à le maîtriser. En tout cas, c'est sûr que les amitiés vraies, ça, c'est un soleil pour vous qui vous permet de traverser la grisaille de l'existence. Oui. D'autant que vous avez un peu comme métier de donner de la joie, de donner du soleil, mais quelquefois, vous n'en avez pas au fond du cœur. Non, parce que comme tout le monde, je suis évidemment comme tout le monde, et il y a des jours avec, des jours sans. Donc forcément, j'ai besoin, moi aussi, qu'on me réconforte, qu'on me console, qu'on me soutienne, qu'on me rassure, même si j'essaye le plus possible de ne pas avoir peur, parce qu'on perd du temps en ayant peur. Mais en même temps, parfois, on ne peut pas l'éviter. Donc oui, c'est très important d'être bien entouré. Vraiment, ça c'est... Et d'ailleurs, je profite de cette émission parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui sont dans mon entourage qui le verront. Et je voulais vous dire merci. Ils seront très touchés. Alors, on peut passer du coup à un autre mot,
qui ressemble, qui a quelque chose à voir. Et ce mot, c'est communion. Alors, c'est effectivement un mot que j'utilise souvent pour parler de ce que je vis sur scène et ce que je vis et ce que le public vit. Et en fait, on est vraiment en communion. Et lorsqu'on entre sur scène, moi, j'ai tous les soirs le même texte et pourtant, ce n'est jamais la même soirée. Eh bien, ce n'est jamais la même soirée parce que y a une addition de toutes les énergies, de toutes les âmes, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas, il y a une idée de communion laïque et c'est ce qui fait que être dans une salle de spectacle, ça ne sera jamais comme être chez soi à regarder un spectacle, aussi drôle soit-il, ou de regarder un bon film. Être avec les autres, c'est essentiel. On sait à quel point on en a manqué pendant le confinement. D'ailleurs, les gens faisaient des apéros Zoom pour quand même continuer de voir leurs amis. On a besoin des uns et des autres, quoi. Moi, je ne peux pas me passer des autres. Et qu'est-ce qui opère cette communion alors ? Est-ce que quelquefois ça marche pas ? Et qu'est-ce qui fait que ça marche ? Rarement, ça marche pas. Et qu'est-ce qui fait que ça marche ? Je pense que les gens savent, le public sait qu'il y a quelque chose de très affectif, de très affectueux. Et donc, c'est rare que ça marche pas. Donc c'est l'ouverture du cœur qui marche. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que tout le monde est venu pour vous entendre, donc ça veut dire déjà qu'il y a une sympathie d'emblée. Ouais, c'est ça. Et puis le cœur ouvert fait qu'en fait on rit ensemble. Exactement, c'est vraiment ça. Et donc communion. Et puis alors évidemment, si vous me dites ça, je pense forcément à ma communion, à mes communions, puisque j'en ai eu deux. Ma première communion, je me souviens très bien encore, puisqu'il pleuvait et que j'avais des chaussures en daim bordeaux et qu'elles ont déteint sur mes chaussettes blanches. Voilà. Et ma communion solennelle, moi j'ai la chance d'avoir dans ma famille un oncle qui est pâtissier. Et il m'avait fait une église en nougatine. Oh. Et on lui rend hommage alors. Un joli souvenir de cette communion solennelle et de cette première communion. C'est pas possible d'être comme ça. Au contraire, c'est un très joli hommage pour cet oncle pâtissier. Elle était bonne au moins cette nougatine ? J'aime pas la nougatine. Mais les choux étaient délicieux. Non, mais il y avait mon oncle, mais il y avait mes grands-parents. Donc cette communion, c'est aussi peut-être d'ailleurs avec ceux qu'on aime et qui nous ont quittés parce que j'imagine qu'eux, ils sont passés de l'autre côté. Est-ce que vous l'éprouvez cette communion avec ceux qui vous aiment, qui vous ont chéri et qui aujourd'hui sont partis ? Exactement. C'est des personnes qui étaient très importantes pour moi et qui sont toujours là. Et vous sentez leur présence ? Ah, quel cadeau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, pour vous, vous avez l'expérience d'une communion entre les vivants et ceux qui nous ont quittés, entre les vivants et les morts. Et c'était un moment tellement joyeux, et moi j'ai eu la chance, j'ai eu cette chance d'avoir une enfance très très heureuse, entourée vraiment de parents aimants, de grands-parents qui étaient vraiment là, qui ont joué leur rôle de grands-parents. J'étais très souvent avec eux. Et en fait, cette communion, ma grand-mère avait fait le repas. Et donc, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Excusez-moi, je suis pas désolée. Ah, mais non, du coup, on vit ce moment avec vous. Et on est tout aussi émus. Je suis sûre que tout le monde pleure, comme vous et comme moi, en vous entendant. De cette belle... Ça, c'est votre première communion ou la communion solennelle, ou les deux, peut-être ? Ça, c'était la communion solennelle, voilà. Et puis, donc, alors... C'est un moment important dans ma vie parce que vous savez que quand on fait sa communion solennelle, il y a une retraite. Oui. Et donc on part avec les copains du catéchisme. Moi, je suis pas très pratiquante, pour pas dire pas du tout. Hein. Mais
à ce moment-là de ma vie, donc je l'étais forcément puisqu'on j'allais au catéchisme. Et pendant cette retraite, on avait une soirée, on avait une veillée, et j'avais fait un sketch. Et donc j'avais fait un sketch politique, et je crois que c'est la première fois que je faisais cette chose-là, et j'avais oublié, j'avais mis en sommeil cet événement, ce souvenir pendant des années, et qui m'est revenu il y a pas si longtemps, et je me suis dit mais déjà moi j'ai fait ma communion solennelle en 81, et donc il y avait l'élection présidentielle donc qui opposait Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand et François Mitterrand. Vous voyez, voilà, je ne suis pas si jeune, et donc je me souviens d'avoir joué, interprété, incarné François Mitterrand dans ce sketch. Voilà. Incroyable. Et déjà vous saviez l'imiter? Ah bah oui, vous alors déjà beaucoup mieux, je pense, que ce que je ne le ferai maintenant. Je ne suis pas une très grande imitatrice des hommes en général. J'imite plutôt des femmes, et quoique, mais je les imite plutôt en chantant. Et oui. François Mitterrand, on ne l'a pas tellement vu chanter, non, pas trop. Chanter, voilà. Non. Ah, très bien. Et donc c'était déjà une vocation, en fait, qui était semée en vous à cette retraite de communion solennelle. Bah oui, voilà. Et ça, évidemment, au moment où ça arrive, on ne le sait pas. Bien sûr. Et même, vous avez mis du temps à vous en souvenir. Donc, ça ne vous a pas tellement marqué sur le moment. Non, et pourtant, il y a des choses comme ça qui nous reviennent après. Et c'est marrant. Oui, c'est très joli. Vous parlez de communion laïque. Ouais. Mais quelque part, j'avais du coup envie de vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous la communion non laïque? Parce qu'on voit bien ce que c'est qu'une communion laïque, puis vous l'avez décrit au début. Oui. Cette communion... en général, pour les religieux, pour les catholiques, la communion, pour moi, c'était justement communier. C'est ce qu'on ne peut faire justement qu'après sa communion, c'est-à-dire prendre l'hostie. Et puis la communion, c'est ça, c'est la réunion de tous les fidèles, souvent en fait dans un temple ou dans une église. Donc pour moi, c'est pour ça que je précise que c'est laïque. Ouais. Voilà. Et il y a aussi la communion des saints. Et j'avais quand même envie de vous interroger là-dessus, parce qu'on vous entend parler des saints. Ouais. Alors évidemment, Thomas d'Aquin qui a créé le bal d'Aquin, moi j'ai ri, je suis professeure de théologie, j'ai trouvé que c'était peut-être que vous n'aviez pas quand même lu totalement la somme théologique. Non, et je suis très impressionnée par ça, je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est tellement une matière riche, et moi, je n'ai pas confiance en ma mémoire pour retenir tout ce que vous avez à retenir, parce que en fait, mais ça me fascine en fait, les gens qui étudient la théologie, le droit canon, etc. En fait, c'est. Et est-ce qu'il y a des saints que vous aimez? Parce que donc vous les présentez sous le trait du rire, comme c'est votre métier, mais est-ce qu'il y en a que vous aimez? À Sainte Catherine Labouré, parce que alors moi mes parents, ma mère était commerçante, et parfois c'était un peu compliqué, je sais pas pourquoi à une époque c'était compliqué d'aller tel jour au catéchisme, elle pouvait pas m'accompagner, enfin bon, et en tout cas c'est une religieuse qui m'a enseigné le catéchisme pendant un ou 2 ans, elle s'appelait Sœur Cécile. Et alors, sa passion, c'était Sainte Catherine Labouré. Et elle me parlait toujours de Sainte Catherine, de la vie de Sainte Catherine Labouré. Et elle avait ces livres qu'elle me prêtait, des livres d'images, vraiment, des livres d'images pieuses. Et donc, Sainte Catherine Labouré, c'était la médaille miraculeuse. Ouais. Et donc, je ne peux pas passer rue du Bac sans penser à Sainte Catherine Labouré et à Sœur Cécile, évidemment. Et puis, évidemment, Sainte Rita. Patronne des causes désespérées, on en a tellement. Désespérées, bien sûr. Et puis, tant d'autres, oui. Qui d'autres? Je ne sais plus. Donc, vous aimez la rue du Bac? C'est un lieu que vous trouvez porteur? Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas du tout pratiquante, je l'ai dit. En revanche, dès que je vois une église, je ne peux pas m'empêcher d'y entrer et d'aller mettre un cierge. Voilà. Donc voilà, c'est comme Pavlov, hein, peut-être, mais en tout cas, je vais. La lumière extérieure est importante aussi. Et donc, d'abord, j'adore les bougies, mais vraiment, s'il y a une église, et Dieu sait si je voyage partout en France, et donc aussi bien dans les petits villages, les tout petits villages,
que dans les grandes villes, dès que je passe devant une église, je prends du temps et j'y vais. Et j'entre dedans parce que d'abord c'est toujours de jolis lieux, des lieux qui apaisent, et donc c'est important pour moi, ça. Alors on va passer au dernier mot. Ce dernier mot, vous allez voir, on est allé en progression. Ce dernier mot, c'est Jésus. C'est pas mal, hein. C'est le feu d'artifice là, c'est l'apothéose. Vous y allez fort. Ouais. Alors Jésus, Jésus, c'est donc moi je fais partie de cette génération où on avait vu le film Jésus de Nazareth. Justement, on était allé avec les copains du catéchisme voir ce film qui m'a vraiment, je pense, marqué, parce que d'abord Jésus était très beau dans ce film. C'est important. Voilà, c'était important dans l'image, et puis c'est une interrogation pour moi, ce fils de Dieu. On comprend pas bien quand on est enfant, en fait, comment il y a toute l'histoire, hein, qui nous pose, il y a que des questions, il n'y a pas de réponse dans Jésus. Et quand on est adulte, on comprend? Je crois pas. On comprend pas tellement plus. On comprend pas tellement plus. Il y a toujours beaucoup plus de questions que de réponses. C'est vrai. Et c'est ça. C'est une question qui emmène sur une autre question. Qui est-il? Et pourquoi? Et comment a-t-il fait, déjà, même si on n'était pas homme ou femme de foi, mais simplement, je ne sais pas, homme de marketing, comment a-t-il fait pour qu'on parle autant de lui encore aujourd'hui? Ça, c'est aussi, c'est quand même incroyable. Il y a encore des tags où il y a Jésus sauve. Jésus sauve aujourd'hui, en 2026. C'est quand même incroyable. Donc, et puis les paroles de Jésus, enfin, qui sont incroyables. Aimez-moi comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Enfin, qui sont tellement encore actuelles. Bah oui, il est incroyable. Il est incroyable. Il y a des paroles Jésus qui vous ont marqué. Vous en avez cité une tout à l'heure. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. C'était une parole de Jésus. Ce que vous faites aux plus petits d'entre vous, etc., etc. Non, mais il y a des paroles qui vous marquent. Oui. C'est vraiment. Et puis moi, j'essaye effectivement d'appliquer ces règles dans ma vie de tous les jours. Ne pas faire autre chose que j'ai pas envie de qu'on me fasse. Pardonner le plus possible, même si c'est vraiment pas toujours facile. Et donc, je suis pas très à tendre la joue gauche, hein, en revanche. Ça, Jésus, pardonne-moi, mais là, il y a des choses, j'y arrive pas encore. Ouais. Faire 2000 pas quand on vous en demande 1000, ça, c'est pas rien non plus. Voilà, hein. déjà, parfois, j'en fais même pas 100 dans la journée. Donc, Faudra avoir l'application pour savoir si on obéit à la parole de Jésus. Vous avez reçu, je crois, une médaille miraculeuse. Justement, vous avez parlé de la rue du Bac. Ouais, et je l'ai donnée à mon fils. Et il la porte. Alors que, pour tout vous dire, il n'est même pas baptisé. Mais il a quand même été chez les jésuites. Donc, et c'est marrant de le voir, alors que depuis qu'il est enfant, je ne sais pas si on a le droit de dire ça sur KTO, mais en fait, il dit la religion, ça n'apporte que des problèmes dans le monde. Et pour autant, quand je le vois avec sa médaille miraculeuse autour du cou, elle est toute petite, mais quand même, il l'a. Et je me dis qu'on est vraiment tous, autant qu'on est, des paradoxes sur pattes, quoi. Oui, mais alors, pour vous, vous lui avez donné parce qu'elle était importante pour vous? Oui, et puis parce que, je sais pas, moi, on me l'a donné justement parce que c'est une protection. Dans l'idée de ça va te protéger, c'est une amie, hein, qui est tout le temps fourrée rue du Bac, en fait, elle travaille pas loin, donc elle y est tout le temps. Et elle me l'a donné vraiment, c'est important, ça va te protéger. Et je l'ai donné à mon fils, voilà. Donc au fond, quelque part, confusément, vous y croyez à cette protection de la Sainte Vierge? Ah, moi, je suis pour tout ça, je suis vraiment, oui, paradoxal, parce que c'est vrai que qui dit Jésus dit Marie, et on ne peut pas ne pas aimer la Sainte Vierge. Voilà, je sais, voilà, pour moi, on ne peut pas. Y a des choses comme ça qui sont. D'ailleurs, j'ai chez moi des
des statues de Sainte Vierge. Voilà, j'en ai plusieurs même. Et quand j'entre dans une église, c'est vrai que je suis apaisée de la voir. Donc mettre un cierge à l'autel ou porter une médaille, ça veut dire qu'il y a quand même un lien avec un mystérieux, même s'il y a plus de questions que de réponses, mais un mystérieux au-delà. Ah oui, ouais, c'est ça. Il faut être supérieur à son ego. Oui. Ouais. Ou plus petit, au contraire. Ou plus petit. Mais en tout cas, il y a autre chose que son propre ego, évidemment. Et donc, c'est ce que vous appelez, et ce que j'appelle aussi, finalement, cette lumière intérieure. C'est ça. Oui. C'est ça. Et qu'on sentait aussi, quand vous parliez de ceux qui sont morts, que vous aimiez, où on les sent présents pour vous, ça veut dire que quelque part, après la mort, il y a une vie? Ça aussi, c'est une question, évidemment, j'aimerais avoir la réponse. Elle est immense, cette question. Mais en tout cas, ils vivent à travers les vivants, ça c'est une évidence. Donc ils vivent dans le souvenir qu'on a d'eux, ouais. Quand on parle d'eux. Et puis dans tout ce qu'ils nous ont transmis. Moi, pour la préparation de cette émission, j'ai dit à votre collaboratrice, en fait, la religion, je ne la pratique pas, mais elle a infusé. Et la parole de Jésus, elle a infusé en moi et en nous tous. On parle tout le temps de nos traditions et de traditions judéo-chrétiennes. Évidemment qu'on est emprunt et c'est présent au quotidien, oui, bien sûr. Et si Jésus était vraiment ressuscité, alors les morts pourraient vraiment vivre pour toujours? Eh oui, mais bien sûr. Il y a quand même cette question ouverte pour vous? Oui, c'est ça. Ça pose la question, effectivement. C'est ça, même le mode de comment dire, enterrement, incinération, enfin toutes ces questions-là, bien sûr, c'est. J'étais hier soir, je suis allée écouter. Ça s'invente pas quand même, le requiem, un requiem allemand de Brahms, et ça pose cette question-là, en fait, pour tous ceux qui souffrent. Ça commence par cette phrase « heureux ceux qui souffrent », heureux les morts. C'est parce que justement, la religion est là, et en fait Dieu est là, et il va t'accompagner, et donc tu ne seras jamais déçu. Alors même quand on n'est pas pratiquant, comment ne pas être interpellé par ces phrases-là? Ne pas être touché. Ne pas être touché. Heureux parce que vous serez consolé. Merci beaucoup Sandrine Saroche. À tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Alors, nous sommes sur Lumière intérieure toujours, avec Sandrine Saroche qui a survécu. Ouais. Avec les mots. La pauvre. La pauvre, vous avez trouvé ça éprouvant? Alors, oui. Quand même, oui, bien sûr, parce que c'est inhabituel, oui, c'est éprouvant, c'est toujours éprouvant de se mettre à nu, de toute façon. Oui, c'est une épreuve, mais j'ai survécu. Voilà. Et ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'espère qu'alors que ça vous rendra plus fort. Bien sûr, forcément. Est-ce qu'il y a un mot que vous avez aimé plus qu'un autre? Un mot qui vous ressemblait plus? Non, c'est difficile de choisir parce qu'il va falloir que je renonce et j'aime pas tellement renoncer. Non, je les ai tous aimés. Vous les avez tous aimés? Je les ai tous aimés, ouais. Bah oui, comment vous voulez choisir entre rire, soleil, communion et j'ai oublié le dernier. Jésus. C'était Jésus. Bah oui, comment voulez-vous choisir? C'est pas possible, il n'y a même pas d'hierarchie. Ah, très bien. Ouais. Moi, je pensais à vous en disant... je vous ai entendu dire que je tuais pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était peut-être le premier trait d'humour de Jésus. Premier calembour. Non, mais c'est une vraie question. Jésus avait-il de l'humour? Vous avez lu Jésus, le Dieu qui riait de Didier Decoing? Non. Peut-être qu'il faut vous offrir ça pour votre anniversaire. Eh ben, écoutez, voilà. Pour voir s'il est drôle. Voilà, offrez-moi donc ce livre de Didier Decoing. Oui, non, c'est vrai. C'était. Je crois qu'il a travaillé cette question. Ouais. Jésus, l'homme le plus joyeux du monde. C'est possible. Ça ne le rendrait pour vous que plus attirant. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai. Est-ce que on a envie de terminer cette émission en disant finalement la chanson, le spectacle, c'est un vecteur de message. Et qu'est-ce que vous auriez envie de délivrer comme message en fait? Qu'est-ce que vous portez comme message au fond de vous? Oui, c'est ça. Alors justement, j'y pense souvent, ça, parce que moi je chante. C'est une façon d'exprimer ce que je pense et aussi de militer
parfois. Et c'est vrai que les religions utilisent la chanson comme vecteur de joie et de communion. Oui. Et donc, en fait, chanter, c'est assez... Chanter et rier, bien sûr, le plus possible. Et chanter et surtout apprenez les chansons, apprenez les poésies, apprenez par cœur, parce que c'est ce qui restera quand on aura tout oublié. Ça, c'est certain. Les personnes âgées qui perdent la mémoire bien gardent sûr. La Absolument. chanson. Absolument. Ça, c'est donc, très émouvant. Important. Les chansons de Noël, les cantiques de Noël. Mais tout, n'importe quoi. Dont on se souvient. Même les chansons qu'on nous a apprises pendant l'enfance, elles sont là et elles restent là. Et parfois, quand vous ne pouvez plus rien dire, vous pouvez toujours chanter parce que, en fait, moi qui suis passionnée par le fonctionnement du cerveau, le chant n'est pas sur le même hémisphère que la parole. Donc parfois, quand la parole est altérée, elle est détruite, il reste le chant. Donc c'est très important pour moi. Voilà, si je devais dire quelque chose, chantez le plus possible, apprenez des chansons à vos enfants, à vos petits-enfants. Comme ma grand-mère m'a permis et m'a chanté tout le temps, elle m'a fait chanter. Et quand elle avait tout oublié, il restait ses chansons. Ça, c'est très émouvant. En italien. Ah, c'était des chansons en italien. Ouais. Et des chansons populaires, des chansons d'enfants. Oui, bien sûr, des chansons d'enfants, des chansons populaires, des chansons italiennes qu'elle avait apprises pendant son enfance. Et dont vous vous rappelez parfaitement. Oui, bien sûr. Et vous composez vous-même des chansons ? Alors moi, je les détourne beaucoup, mais j'ai aussi composé des chansons originelles. Il y en a une que je chante régulièrement sur scène, qui est La Loi du Talon, qui est un hymne féministe. Voilà. Et puis d'autres. J'ai fait une chanson sur la mort et sur la dépression que je chante à la fin de mon spectacle et qui fait beaucoup rire pour détendre l'atmosphère. Avant la délivrance, avant l'extrême onction. Sois conscient de ta chance et vis à fond ta dépression. Le verre à moitié vide, vois-le à moitié plein. Ça, c'est une chanson d'espérance. C'est une chanson d'espérance, absolument. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a encore de l'espérance. Il y a encore de l'espérance, oui. Merci beaucoup, on était très heureux de vous recevoir. Je rappelle votre actualité, ce spectacle Sandrine Saroche en tournée. Oui. On sera heureux de vous y entendre et de rire, en ayant bien compris que ce n'était pas pareil d'être à la télé que dans le vrai spectacle. C'est vrai. On était très heureux. Merci beaucoup, Sandrine Saroche, de nous avoir aussi fait pleurer. Vous nous avez beaucoup émus. Merci beaucoup de votre ouverture de cœur. Grand merci. Vous pouvez nous retrouver sur ktotv.com. À bientôt, à la semaine prochaine.